Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous vous préparez activement pour le premier anniversaire de votre parti, l'Union nationale pour le peuple. Pouvez-vous nous parler un peu de cet événement-là? Alors, je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à tous ceux qui vous lisent dans Dakar Actu. Effectivement, nous préparons la commémoration du premier anniversaire du lancement de notre parti, le 28 mai 2016 à Kaolack, au cœur de ville, précisément à l'esplanade Salif Ba. Comme vous le savez, l'année dernière, après que j'ai quitté le Parti démocratique sénégalais, j'avais décidé avec d'autres de lancer un parti politique. Et nous l'avions lancé le 28 mai 2015 dans un hôtel de la place. Et comme le 28 mai est considéré par tous ceux qui sont dans le parti, nous entendons commémorer le premier anniversaire qui tombe aussi sur la reconnaissance officielle du dit parti par les autorités de la République. Je pense donc que nous avons choisi Kaolack parce que Kaolack est d'abord ma ville natale. Kaolack est au centre du Sénégal. Kaolack est un bastion politique à récupérer, à prendre pour quelqu'un qui entend jouer le premier rôle sur la scène politique sénégalaise. Justement, quelle est la stratégie que vous comptez bien mettre en place justement pour pouvoir récupérer Kaolack, qui est un bastion politique à reprendre comme vous avez dit? Alors, Kaolack est une grande ville. Il faudra donc la conquérir en parcourant la ville, en parlant aux populations, en s'implantant dans toutes les localités, disons dans tous les coins et recoins, dans tous les quartiers. Et je pense que le terrain politique ne m'est pas inconnu, donc je pense que c'est une ville hautement politique, hein, avec la présence de ténors comme les gens de l'APR, du PDS et de vous-même. Est-ce que ce sera une chose assez facile? Non, ce ne sera pas facile. En politique, on n'acquiert jamais quelque chose facilement. Je pense qu'il faut se battre. Il faut se battre avec les moyens dont on dispose, avec les hommes qui sont sur place et les femmes. Et je pense que dans le temps et dans l'action, nous saurons évaluer nos chances de conquérir cette ville qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, où je compte des amis, où je compte des parents, où également j'interviens dans beaucoup de domaines, dans le domaine du sport. Et quand j'étais aux affaires, j'intervenais dans beaucoup d'autres domaines. Et je pense que les Kaolackois et les Kaolackoises sauront effectivement m'accompagner pour les objectifs qui sont les miens. L'anniversaire de votre parti coïncide justement à l'appel au dialogue du président de la République. Est-ce que c'est voulu pour vous de faire coïncider justement votre anniversaire à l'appel au dialogue? C'est une manière pour vous de boycotter? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, le lancement de notre parti est antérieur au lancement au dialogue du président de la République. Je pense que ce sont deux événements qui tombent à la même date malheureusement, et je tiens absolument moi à être présent à Kaolack, et hélas, je ne pourrais pas être là pour participer. Vous ne pourriez pas décaler un peu votre anniversaire juste pour aller répondre au président de la République? Compte beaucoup plus pour moi. C'est plus important que l'appel du président? Ah oui, pour moi, oui, effectivement. Parce que pour moi, il faut d'abord structurer le parti, il ne faut pas improviser. Et nous avons préparé cet anniversaire-là de longue date. Comme je vous l'ai rappelé, le parti a été lancé un 28 mai. Donc le 28 mai, comme le 6 août, qui marque ma naissance, sont des dates extrêmement importantes pour moi. Et donc, votre amitié au-delà même de l'amitié, au-delà de l'amitié que j'ai pour le président de la République, au-delà même de l'appréciation positive que j'ai faite de cet appel au dialogue, parce que je suis partisan du dialogue, moi, j'ai toujours demandé au chef de l'État de lancer un appel au dialogue pour que les forces vives de la nation puissent discuter des questions de préparation des élections, du code électoral, du processus électoral en général. Mais est-ce que ce n'est pas un peu contraire? Vous appelez au dialogue et que le président de la République justement entende votre appel au dialogue, souscrit un peu à votre appel au dialogue, et que vous venez vous soustraire justement à cet appel? Ah oui, parce que comme je vous l'ai indiqué, au-delà de l'importance de votre parti, la décision de tenir cette manifestation est antérieure au choix qui a été fait par le président de la République autour du 28 mai. Donc je ne pense pas que je puisse me soustraire à la manifestation de notre parti parce que autrement cette manifestation-là n'aurait pas tout le sens qu'on voudrait lui donner.
Voilà. Bon, on va passer un peu à l'actualité du moment aussi qui tourne autour de l'affaire Big Togo, avec la révélation des scandales des 12 milliards payés par l'État du Sénégal pour dédommagement. Il se trouve que lorsque ce dossier-là était pendant, vous étiez encore aux affaires. Et si aujourd'hui ce scandale-là éclate, vous, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'ancien Premier ministre? Je dois dire que j'ignore tout de cette affaire de Big Togo. Parce que malheureusement, quand les journaux l'ont relayé, et certains acteurs politiques, je n'étais pas sur le territoire national. Donc, j'ai appris par-ci par-là à travers certains sites. Mais l'histoire des visas, quand même, de la conception. Alors, la conception, justement, on était en fonction. C'est nous-mêmes qui avions estimé qu'on devait opposer la réciprocité à tous les pays qui demandent le visa d'entrée à nos compatriotes. Mais malheureusement, je ne crois pas que le processus ait été conduit jusqu'à son terme quand nous étions aux affaires, parce qu'il y avait des études préalables à faire, il y avait un certain nombre de conditions qu'il fallait réunir avant de lancer cette opération-là, des concertations à mener, à organiser et à réfléchir aussi autour de l'impact de ce visa-là sur notre tourisme, qui fait partie aussi de nos industries. Et donc nous n'avions pas tout à fait terminé ces études-là, que l'alternance est survenue avec le président Macky Sall, qui tout de suite après a poursuivi ce que nous avions entamé, et malheureusement il est revenu sur cette décision-là, et cela a conduit au paiement de dommages-intérêts, si je peux l'appeler comme ça. Vous que ces dommages et intérêts-là? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, parce qu'on évalue des dommages-intérêts à l'aune du préjudice subi. Il n'y a pas de dommages-intérêts sans préjudice. Alors, donc, il faut pouvoir évaluer le préjudice, s'il y a préjudice, pour dire que les dommages-intérêts sont exorbitants ou ne le sont pas. Un scandale qui appelle aussi des scandales soulevés tout récemment par le rapport de l'OFNAC. Vous, en tant qu'ancien Premier ministre, justement, il y a souvent l'OFNAC, comme chaque année, elle met sur la table des recommandations, malheureusement, qui ne sont pas suivies d'effet. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'ancien? Je pense que le Sénégal a connu, sous le président Wade et sous le président Macky Sall, des progrès divers dans le domaine de la lutte contre la corruption, la concussion et les détournements. Donc l'OFNAC est venu s'ajouter à toute cette kyrielle d'organismes et d'institutions qui sont chargés de prévenir et de réprimer les détournements, concussions et corruption. Alors, si l'OFNAC a dressé un rapport, c'est à la suite de constats et de constatations. Alors, je pense donc que les pouvoirs publics qui ont choisi de mettre un office pour la répression de la corruption et de la lutte contre la corruption, je pense que ces autorités-là devraient donner suite au rapport de l'OFNAC. Maintenant, il aurait fallu que j'ai sous la main ce rapport-là pour pouvoir en dire. Comme malheureusement je ne l'ai pas sous la main, je ne peux que saluer effectivement la mise en place de cet OFNAC-là et saluer aussi le travail qui est fait. Vous ne pensez pas qu'il est un peu malheureux aussi quand même que ces constatations de détournement, de corruption dans de hautes fonctions comme les directeurs généraux, certains directeurs généraux, j'allais dire, ne fait d'aucun effet en fait, n'a aucun effet, il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a rien. Alors je ne sais pas s'il y aura des poursuites ou s'il n'y en aura pas, mais en tout cas, en général, les rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, et de l'OFNAC qui est né après toutes ces institutions-là doivent être suivis d'effet. Alors on attend pour voir, c'est l'avenir qui nous édifiera sur est-ce qu'il y aura des poursuites ou est-ce qu'il n'y en aura pas. L'autre fait marquant aussi de l'actualité, c'est l'histoire de la viande d'âne qui est dans le circuit de distribution, de consommation, malheureusement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu quelque part où il y a eu un manquement quelque part sur la surveillance de nos... C'est ça. Je pense que s'il y a eu cette possibilité de tuer des ânes... 35 tonnes plutôt, c'est pas petit. Marché, la viande de ces ânes-là, c'est parce que certainement les services en charge de ce secteur-là n'ont pas fait le travail qu'ils auraient pu faire. Parce qu'il est établi que depuis fort longtemps, depuis des décennies, que toutes les viandes qui doivent être soumises à la consommation du public doivent faire l'objet de tampons. Parce que vous arrivez sur les étals des vendeurs de viande, des bouchers, vous verrez que toutes les viandes qui sont aptes à être consommées sont estampillées
Et il est curieux que ceux qui achètent ces viandes d'âne-là n'aient pas été suffisamment vigilants pour constater ou regretter l'absence de ces cachets sur la viande. Bon, le tout maintenant est que ces scandales ont été révélés et que les dispositions certainement seront prises pour prévenir éventuellement la mise en circulation de cette. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que nous tous, nous sommes pratiquement en sursis par rapport à cette consommation de viande d'âne. Bon, je pense que moi, je suis convaincu qu'il ne m'arrivera jamais de manquer de vigilance, parce que d'abord, je n'aime pas trop la viande ni de veau, ni de... je ne sais pas, de mouton. Non, je ne suis pas végétarien, mais je suis quand même assez regardant par rapport à ce que je consomme chez moi. Il y a aussi l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui a fait une sortie justement pour critiquer vertement la classe politique sénégalaise dans sa globalité. Et vous, étant aussi un membre actif de cette classe politique sénégalaise, que répondez-vous justement à l'ancien Premier ministre? Alors, je voudrais tout d'abord le saluer et le féliciter pour avoir franchi le pas, parce qu'il ne peut pas avoir critiqué la classe politique et venir intégrer cette classe politique-là. Je ne crois pas que ce qu'il a dit par rapport à la classe politique s'adresse en tant que critique négative à la classe politique. Il a fait ses propres constats. Il a été Premier ministre après moi 18 mois et il a pu constater effectivement beaucoup de failles. Il continue à constater ces irrégularités. Je pense donc que bon, c'est un citoyen sénégalais qui a le droit d'avoir une opinion sur les hommes et sur les faits. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Bon, pour une toute dernière question, justement, on va revenir sur le dialogue politique. Pensez-vous vraiment, puisque vous déjà vous n'y serez pas, il y a d'autres aussi acteurs politiques qui disent qu'ils n'y seront pas, pensez-vous que vraiment ce sera véritablement un dialogue politique? Est-ce qu'il y aura les effets escomptés vraiment qu'on attend de ce dialogue politique national? Le président de la République a eu l'amabilité de m'adresser une lettre en tant que compatriote, parce qu'il a mis cher compatriote, et je pense que c'est la même lettre qui a été adressée à tout le monde. Il dit m'inviter au lancement du dialogue national autour du référendum, des questions qui ont fait l'objet de ce référendum adopté par le peuple, de cette constitution adoptée par le peuple au référendum du 20 mars dernier. Vous avez voté non? Oui, autour aussi de questions d'intérêt national. Malheureusement, je ne serai pas personnellement présent, mais notre parti sera représenté. Parce que moi, je suis partisan du dialogue. Donc, mon absence ne peut en aucune façon être qualifiée de boycott. Je ne boycotte pas, je suis favorable à ce dialogue national-là qui ne doit pas être aussi un raccourci pour aller transhumer. Il n'est pas question de cela. Mais je pense que dans tous les pays démocratiques du monde, le pouvoir et l'opposition doivent dialoguer autour de questions d'intérêt national, mais aussi, surtout, autour de questions électorales ou relevant du processus électoral. Car, comme vous le savez, après le référendum, on a dit beaucoup de choses autour de fraude, autour de bureaux fictifs, autour même du fichier électoral qui serait piégé. Je pense donc que le dialogue national devrait permettre aux acteurs de discuter de toutes ces questions-là et d'arriver à un consensus, comme cela a été le cas à partir de 1993, n'est-ce pas, sous le président Abdou Diouf, avant même 1993. Je pense que donc c'est une très bonne chose que le président Macky Sall pense maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et qu'il pense maintenant à réunir la classe politique. Maintenant, je ne crois pas que les discussions comme dans un forum, dans une grande salle où chacun va faire du Warsa Khalat. Vous avez justement une idée des points essentiels de ce dialogue-là? Oui, c'est-à-dire que le dialogue devrait porter sur le processus électoral, à mon avis. Et maintenant, l'éducation aussi est là, la crise scolaire, universitaire, la santé, pratiquement. Oui. Donc chacun va donner sa position. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas vocation, nous, opposition, à faire des propositions pour que le président de la République sache comment il gouverne. Parce que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Donc, s'il s'ouvre à l'opposition pour discuter des points, des 18 points qui étaient inscrits au programme du référendum du 20 mars, je pense qu'il veut recueillir l'avis des uns et des autres. De toute façon, la Constitution est adoptée.
ce n'est pas le dialogue politique qui va pousser le président à revenir encore pour modifier quoi que ce soit. Mais il est nécessaire de discuter sur le processus électoral et de voir comment la classe politique devra s'engager vers les prochaines échéances en respectant les uns et les autres, mais en respectant aussi les règles du jeu. Parce qu'une élection piégée, une élection avec des fraudes massives n'est pas une élection et est source au contraire de difficultés pour le pays, comme on en a vécu dans certains pays voisins. Donc je pense que c'est une bonne chose de dialoguer, mais encore faudrait-il faire un dialogue utile et non du wax sa xalaat, et que, bon, que ça se termine en eau de boudin, que chacun s'en aille et qu'on ne ça ne sert à rien finalement. À l'avenir les résultats du dialogue. Oui, les élections, vous en avez parlé tout à l'heure, les élections présidentielles, c'est bientôt, en 2019 déjà. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, vous êtes partant? Ah, Inch'Allah Rabbi, parce qu'il y a quand même une partie d'incertitude qui dépend de Dieu, mais pour ce qui dépend de moi et de mon parti, nous entendons nous présenter. Vous êtes confiant? Vous confiant. Vous allez faire comme votre ami Macky Sall, venir une fois et... Ah ça ne dépend pas de moi, ça dépendra du peuple sénégalais et de Dieu. Mais vous travaillerez pour? Je travaille pour, je fais discrètement mes contacts, je les mène, je fais des voyages à l'intérieur du pays, je rentre d'une tournée dans les régions de Sédhiou, Kolda, Tambacounda. C'est du sous-marin, quoi, en fait. Voilà, non, c'est pas mais vous savez, on ne doit pas toujours aussi faire en sorte que l'adversaire sache ce que vous faites. Et je pense que la politique, parfois, appelle des actes qu'on doit rendre publics, mais aussi, elle appelle aussi des actes qu'on ne doit pas rendre publics. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci.